Je trouve les jeunes entrepreneurs aujourd'hui absolument incroyables. Il y a une énergie, il y a une vision, il y a une mission. En tout cas, ceux que j'accompagne moi au quotidien, ils apportent quelque chose d'assez remarquable que j'ai envie de soutenir. Et je pense, comme tu le dis, il n'y a rien qui remplace notre expérience. Et cette expérience que j'ai accumulée moi au cours des années, je pense qu'elle peut servir encore quelque temps. Il a su repérer les bonnes opportunités et transformer des startups en succès. Xavier a toujours su être au bon endroit au bon moment. Il a flairé les entreprises à fort potentiel et contribué à leur croissance en passant de 0 à 1 en un temps record. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre défi qu'il relève. Après des années dans l'hypercroissance, Xavier est devenu coach de dirigeants. Avec sa compagne, il a créé Sous les étoiles, un lieu exceptionnel au cœur de la Drôme, pensé pour offrir aux leaders un espace de coaching de haut niveau, loin du tumulte, pour réfléchir autrement et avancer mieux. Il nous raconte comment il choisit ses challenges, son évolution en tant que leader et pourquoi son MBA a marqué un tournant dans sa carrière. Ce que j'ai adoré chez lui, son instinct aiguisé, sa capacité à foncer et son envie de partager ce qu'il a appris avec les nouvelles générations. Bonjour Xavier. Bonjour Mathilde. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci pour l'invitation. C'est trop sympa. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, par nous dire qui tu es ? Alors, je suis Xavier Guérin, j'ai 59 ans depuis hier. Oh, t'avais pas dit ça ? Joyeux anniversaire. Merci. J'ai un parcours, je n'utilise pas le mot carrière parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. J'ai toujours avancé un peu à l'instinct et à l'opportunité et à la rencontre. Donc j'ai un parcours école de commerce parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. En sortant de l'école de commerce, j'ai fait de la vente parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. J'ai commencé par le terrain et finalement j'y suis resté. Ça correspondait un petit peu à mes attentes. J'ai commencé à vendre des ordinateurs transportables dans une maison qui s'appelait Toshiba. Et puis j'ai été nommé manager très rapidement au bout de 3 ans et enrôlé dans un programme High Potential Manager Europe. On était 12 les pépites qui allaient devenir les patrons, mais au bout d'un an ça m'a paru un peu ennuyeux et trop facile. La routine m'a un peu perdu et je me suis surtout senti pas à ma place parce que moi je voulais travailler dans les logiciels. On faisait pas trop de logiciels à l'époque et j'ai eu la chance d'être chassé par une entreprise qui s'appelait Sun Microsystems, qui était un peu le Google de l'époque, the place to be, et j'ai eu la chance de rentrer chez eux comme commercial. Donc je suis reparti commercial avec Sun et j'ai eu l'opportunité de gérer un compte qui s'appelait General Electric, dont une partie qui faisait de l'OEM des stations de travail de Sun. Donc je gérais un contrat de 15 millions de dollars mondial avec plusieurs correspondants dans le monde. Donc ça, c'était quand même assez sympa. Je voyageais beaucoup. Et puis, à cette époque, les gens qui dépassaient leurs objectifs étaient invités, ce qu'on appelait au President's Club. La capacité d'être invité avec son conjoint ou sa moitié dans les plus beaux hôtels du monde. Donc on a fait l'Australie. On a profité. Ah ouais, on a fait l'Australie, on a fait Hawaï, on a fait le Costa Rica. C'était la semaine pour remercier les conjoints de tout le travail qui était effectué au cours de l'année. Donc ça, c'était vraiment une belle aventure. Et puis après Sun, j'ai surfé sur 3 grandes vagues informatiques parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être en avance. Donc on a fait la partie stockage de données massives, on a fait les bases de données NoSQL, donc massives, et puis tout ce qui était big data, data intelligence, data catalogue. Et quand tu étais petit, tu t'imaginais travailler dans ce domaine-là ? Alors non, pas du tout. Moi, quand j'étais petit, je voulais être photographe, reporter. Waouh ! Pourquoi ? J'étais passionné de photos. Je trouvais ça totalement fascinant de pouvoir apporter le monde chez les gens sans qu'ils se déplacent. Et il se trouve qu'à 14 ans, je suis passé à New York. Et à l'époque, je lisais beaucoup de magazines photos. Et j'avais lu un reportage sur un grand photographe qui s'appelle Patrick de Marchelier, qui était un peu le photographe star des années 80. Il y avait son adresse à New York dans le magazine. Donc, j'y suis allé. Tu t'es pointé ? Je me suis pointé en disant, je vais me présenter. Et en fait, c'était une fausse adresse. Je me suis retrouvé devant un entrepôt à Brooklyn, au milieu de nulle part. Donc, je ne suis pas devenu
photographe, mais j'ai gardé quand même cette passion que j'ai alimentée avec les livres, avec les expositions, avec les rencontres à Arles, par exemple, qui est un moment assez magique. Et je trouve que la photo est intéressante parce qu'elle elle permet de faire, à travers les émotions, passer des messages parfois mieux qu'un texte ou un commentaire. Tu continues de pratiquer ? Je pratique, je suis sous une identité secrète sur Instagram. C'est vrai ? Je partage mes photos que je trouve les plus intéressantes. Oui. Qu'est-ce qui, avant de repartir dans ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette émission ? Pourquoi tu as accepté mon invitation ? Alors, j'ai accepté de venir pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai été très content de notre rencontre. J'ai trouvé ton énergie absolument incroyable et je me suis dit, on ne peut pas dire non à Mathilde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve les jeunes entrepreneurs aujourd'hui absolument incroyables. Il y a une énergie, il y a une vision, il y a une mission. En tout cas, ceux que j'accompagne moi au quotidien, ils apportent quelque chose d'assez remarquable que j'ai envie de soutenir. Et je pense, comme tu le dis, il n'y a rien qui remplace notre expérience. Et cette expérience que j'ai accumulée moi au cours des années, je pense qu'elle peut servir encore quelque temps. Oh oui, elle a beaucoup de valeur. Et donc, je suis venu soutenir cette cause qui me paraît tout à fait noble et louable. Si on revient du coup au développement du début de ton parcours professionnel, il y a une bonne alternance, j'allais dire, entre grandes entreprises et plus jeunes entreprises qui veulent s'installer sur le sol français. Et tu es souvent le précurseur, le pionnier, celui qui s'investit le premier et qui leur permet de se développer. Tu peux nous raconter ça ? Alors effectivement, j'ai appris le métier de la vente complexe B2B high-tech dans des grosses boîtes, mais je me suis aperçu que j'étais pas vraiment fait pour les grosses structures. Moi, tout ce qui est parti politique, je sais pas faire. Je sais pas naviguer. Il y a beaucoup de gens qui savent faire beaucoup mieux que moi. Moi, je voulais être jugé sur mes résultats, pas sur mon attitude. Donc, quand j'ai eu l'opportunité après Sun de démarrer dans une toute petite structure qui faisait des solutions de stockage, je suis parti direct. Et on a eu une croissance de plus de 100% par an pendant 6 ans. Donc, ça a été une aventure absolument incroyable. Le motto à l'époque, c'était double or die. Donc, il fallait absolument qu'on y arrive. Double ou meurt. Oui. Et on a réussi cette aventure et ça m'a donné des lettres de noblesse qui m'ont permis d'aller me présenter à des nouvelles startups américaines qui avaient des technologies qui m'intéressaient et qui ont accepté de me confier le lancement sur la France et l'Europe du Sud. Et comment, j'allais te dire, quand tu sors d'un grand groupe, souvent tu es bien installé, tu es dans ta cage dorée, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie justement à un moment de participer à une aventure qui est quand même plus risquée ? Tu le dis, soit on double, soit on meurt. Ça veut dire que ça peut ne pas durer ? C'est le risque, effectivement. Mais avec le recul, si je veux répondre à ta question, je m'aperçois que ce qui m'a motivé, moi, c'est la prise de risque toute ma vie. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie privée, j'ai un moteur très fort qui est le challenge et la prise de risque. Comme je ne suis pas un très grand sportif, malheureusement, il fallait que je trouve un endroit où je pouvais satisfaire ce besoin de risque, et c'est dans mon activité professionnelle. Jusqu'à créer mon entreprise aussi à un moment donné, qui a été sûrement la partie la plus risquée. Mais ça fait partie des choses qui m'animent et que je ne trouvais pas dans les grosses structures. Et du coup, tu t'es développé, tu as souvent changé d'entreprise. Il y a pas mal de gens qui t'ont suivi. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Parce que je crois que quand on a préparé, ou en tout cas quand on s'est rencontrés, tu m'as dit à 4 reprises, il y a des personnes qui m'ont suivi dans les différentes aventures. Moi, j'ai jamais entendu ça avant, Xavier. Ça veut dire que c'est une marque de confiance énorme. Effectivement, déjà mon directeur technique, qui était un jeune ingénieur avant-vente dans la première start-up, et on s'est rencontrés dans cette société-là. Lui, je l'ai fait venir quand j'ai été pris par EasyLoan, qui était une start-up dans le domaine du stockage massif aussi. Il m'a suivi, il m'a fait confiance et je lui ai fait confiance parce que je l'ai nommé directeur technique alors qu'il n'avait jamais eu de poste de management. Et on a fait 5 sociétés ensemble. 5, pas 4. 5, ouais. Et à chaque fois... Donc pendant des années, sur plusieurs décennies. Ah, on était un vieux couple avec... qui continuait de danser avec talent. Voilà, absolument. Mais c'était... Alors, 2 choses importantes. On était très complémentaires. C'est lui qui trouvait les entreprises qui étaient à la pointe des offres
avec des projets très disruptifs. Comme on travaillait dans la transformation digitale, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'être les premiers à évangéliser autour d'une technologie. Dès que ça devenait une commodité, c'est-à-dire que c'est le prix qui faisait la différence, on partait. Donc c'était tous les 4-5 ans, il fallait qu'on retrouve un nouveau projet. Lui, il trouvait l'entreprise et moi, j'arrivais à les convaincre de nous faire confiance. On démarrait à 2. Il y en a d'autres qui ont suivi comme ça? Alors, j'ai des commerciaux qui ont suivi, bien sûr. J'ai des avant-ventes qui ont suivi. J'ai une directrice marketing aussi qui a suivi. Je pense qu'on arrivait à créer une sorte d'état d'esprit à la fois work hard, play hard, qui était un peu notre motto. C'est-à-dire il y a une phrase d'un humoriste du début du XXe siècle qui s'appelle Alphonse Allais qui dit il ne faut pas se prendre au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'effectivement, on peut être très professionnel, mais tout en gardant en vision que les besoins de chacun, ce n'est pas uniquement le salaire ou la reconnaissance financière, mais c'est des besoins qu'on doit satisfaire d'appartenance, d'être bien dans un groupe, de se réaliser, la fameuse pyramide de Maslow. Et pour monter en haut de la pyramide, il faut donner un petit peu plus de temps que juste faire un chèque tous les mois. Et ça, je pense que j'arrivais à bien le faire. Et les gens étaient très contents de pouvoir vivre cette aventure à la fois intense, parce qu'on travaillait beaucoup, mais avec une reconnaissance de leurs besoins en particulier. Et puis certainement super saine, puisque comme vous vous suiviez, il y avait cette confiance, ce côté groupe qui devait être rassurant et donner envie de déplacer les montagnes ensemble. Oui, on avait un objectif, c'était de réussir déjà, et on laissait personne sur le trottoir. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle, c'est que je n'ai jamais eu à licencier quelqu'un. On a eu toujours des moments de croissance très forts, peut-être parce qu'on trouvait les bonnes technologies aussi, mais je n'ai pas cette expérience de me séparer de quelqu'un. Ouais, de très proche. De très proche, qui doit être une épreuve assez difficile. J'ai pas vécu ça. Donc nous, on était vraiment dans le recrutement, la croissance. Ça, c'est top. Tu t'es développé du coup pendant pas mal d'années. Tu as été plutôt dans des rôles de direction générale. Quel manager, quel dirigeant t'es devenu au fur et à mesure des années? L'environnement dans lequel j'ai démarré était quand même assez simple. C'est-à-dire un commercial qui faisait pas son objectif 2 trimestres de suite, c'était dehors. Ok. Donc on avait quand même une pression qui était assez forte. Un manager qui faisait plus ou moins 10% de son forecast, donc la prévision de vente trimestrielle, il commençait à avoir un peu chaud aux fesses aussi. Donc c'était des environnements extrêmement sous pression. Et moi, j'arrivais à faire le tampon, je dirais, entre la pression du management Europe et États-Unis avec mes équipes. Et ce que j'ai compris très vite, c'est que on a 2 types de besoins. Les besoins extrinsèques qui sont le salaire, la reconnaissance de son travail à travers tous les avantages. Et puis les fameux besoins intrinsèques qui sont différents selon chacun. Et si on arrivait à bien comprendre les besoins intrinsèques de chacun, on pouvait les satisfaire. Et moi, je passais beaucoup de temps avec les équipes à leur poser des questions pour essayer de comprendre, toi, quel est ton besoin, sans lui dire, bien sûr, mais essayer de le comprendre et de pouvoir le nourrir aussi. Et je me suis aperçu que d'un mode top-down ou un mode, le management américain, know-it-all, je suis passé à un mode accompagnement, coaching, beaucoup de questions. Parce que déjà, on ne peut pas tout savoir, surtout par les temps qui courent, mais surtout parce que au bout d'un moment, si la personne ne développe pas ses besoins, elle va les chercher ailleurs, donc elle quitte l'entreprise. Et le fait qu'ils soient restés peut-être un peu plus que la moyenne, c'est parce qu'ils arrivaient à satisfaire ses besoins, je pense. Ouais, et puis parce que tu t'étais intéressé à eux en profondeur. Aussi. Ça, c'est une grande qualité. Dans tes équipes, au fur et à mesure du temps, est-ce que tu dirais qu'il y avait une juste balance entre les différentes générations à ce moment-là? Est-ce que tu recrutais des plus jeunes, des moins jeunes, des plus expérimentés? Comment ça se passait? Alors, en termes de recrutement, au fur et à mesure de l'évolution, bien sûr, la moyenne d'âge évoluait. Quand j'ai créé ma boîte, par contre, j'ai pris un junior que j'avais rencontré à la Fnac Digital, boulevard Saint-Germain. Moi, je distribuais des accessoires high-tech. J'étais en train de faire mon premier rayonnage
dans la Fnac Digital et on avait des sacoches informatiques extrêmement colorées, extrêmement design. Et il y a un jeune qui est venu qui m'a dit mais c'est super beau, ces produits, c'est quoi? Alors je lui ai expliqué. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit je suis dans une école de communication et je cherche un stage pour l'été. On était au mois de juin. Je lui ai dit si ça t'intéresse, je te prends. Et donc il m'a rejoint comme stagiaire marketing. Et au mois de septembre, il m'a dit j'ai quelque chose à te dire. Je dis quoi? Il me dit j'ai pas envie de retourner à l'école, je voudrais rester. Énorme. Je lui ai dit écoute, c'est certainement une décision réfléchie, mais moi ça me gêne un petit peu parce que, et effectivement ça m'a gêné. Son père m'a appelé 3 jours après en me disant qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai été très très embêté. Et finalement, il a convaincu son père qu'il apprenait beaucoup plus de choses avec moi. Et il est resté 2 ans dans la boîte, c'était quasiment mon bras droit. Et depuis, il a monté 3 startups. Et on est toujours en contact. Il me demande des conseils. Bon, maintenant, c'est moi qui lui en demande. Mais effectivement, ça a été une très belle aventure. Après, dans l'IT, j'ai embauché des gens. J'aimais bien embaucher des commerciaux seniors qui avaient de la bouteille parce que d'abord, ils avaient une certaine autonomie. Et quand on gère plusieurs pays, on préfère se concentrer là où il faut vraiment développer le business et faire confiance aux gens. Donc, j'ai jamais eu de problème avec l'âge dans le monde des logiciels. Là, j'ai peut-être un problème beaucoup moindre qu'ailleurs. C'est sans doute assez vrai. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette première entreprise? Comment est-ce que c'est venu sur ton chemin? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé en 6 ans chez Toshiba. J'ai vendu des centaines de sacoches noires avec le logo Toshiba. Donc, le produit vraiment le plus boring au monde. Et un jour, il y avait un show tous les ans à Paris qui s'appelait Apple Expo. Et j'arrive sur ce stand Porte de Versailles et il y avait un tout petit stand de 9 mètres carrés, extraordinaire, plein de produits très colorés. Et les gens se battaient littéralement pour acheter. Et c'était des Allemands, le siège Europe de cette société australienne qui s'était implantée là. Et ils ne prenaient pas la carte bleue, ils ne prenaient pas les chèques. Donc les gens ressortaient Porte de Versailles et cherchaient du liquide, ils revenaient pour acheter leur sac. Donc ils étaient méga motivés. Ah mais c'était la folie complète. Et j'ai passé 1 heure avec le patron Europe sur le stand à lui poser des tonnes de questions. Et au bout d'1 heure, il me dit mais qu'est-ce que tu veux? Et je lui dis j'aime bien vos produits, je pense qu'il y a un vrai marché pour la France. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose? Il dit non, moi la France, les 35 heures, les grèves, on n'a rien fait. Je lui dis je vous propose de distribuer. Il me dit mais tu as une société? Je lui dis non, mais on va la monter. Il m'a dit écoute, on est dragué par tous les revendeurs et distributeurs français. Viens nous voir dans 15 jours à Düsseldorf avec un business plan et on va réfléchir. Et donc j'ai monté le business plan, ce qui n'était pas facile parce que trouver des chiffres sur les statistiques de sacoches informatiques en France à l'époque, j'ai un petit peu brodé. Imaginé des chiffres et je suis allé les voir à Düsseldorf. On a passé la journée ensemble et le soir ils m'ont dit écoute, on te donne ta chance, on y va. Et en fait, ils ont senti une telle passion pour le produit et l'envie de faire quelque chose. Et ils ont bien fait parce qu'en 3 ans, on a rattrapé le niveau des distributeurs allemands et anglais. On faisait 1,5 million d'euros avec une belle marge de 40% net. Donc, ils ont bien fait. Waouh! Et ça t'a apporté quoi, cette première création d'entreprise? 12 kilos en moins. C'est une réponse honnête. Ah oui, à l'époque, on mangeait un sandwich quasiment tous les jours devant, à part certains vendredis où on avait fait une bonne semaine, mais on mangeait un déjeuner de sandwich tous les jours avec le petit gars du marketing. Mais ça m'a apporté surtout l'idée que si on est vraiment attiré, si on sent qu'on a besoin de faire quelque chose, on peut le faire. Je pense que le côté passion dans l'action est ce qui est primordial. Je ne connaissais rien aux sacoches informatiques, je ne connaissais rien au marché des accessoires. J'ai tout appris en montant la chose, mais ce qui m'animait, c'était cette passion pour le produit, cette envie d'évangéliser un marché pour quelque chose de fun, de design. Et on a créé une vraie marque en France. On a eu des articles incroyables dans Elle. Je me souviens, l'article de Elle, à la fin, la journaliste avait marqué « Le magasin est rue de Richelieu, maintenant vous savez ». Et j'avais trouvé ça assez incroyable. Genre, je donne le bon plan, je donne le tips. Trop bien. Donc, tu as de toute évidence un parcours professionnel vraiment canon. Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie de continuer de te former, de reprendre une formation
Moi, le problème, c'est que je suis très curieux et que la formation, c'est tout le temps, quoi. J'ai repris mes études à 35 ans parce que c'est vrai que j'avais un parcours assez sympa, mais je me suis aperçu qu'en vendant des solutions très complexes, on allait discuter avec un DAF, un DG, un DRH, un directeur de la stratégie. Ces gens-là, je ne les connaissais pas forcément bien. Et j'avais envie de me reformer un petit peu pour comprendre quelles étaient les problématiques de ces gens-là. Donc du coup, j'ai postulé pour faire un MBA. Et puis, j'ai repris aussi il y a 3 ans, parce que pour faire de l'accompagnement, ça, c'est pas un métier inné. Il faut passer d'une posture de dirigeant à une posture d'accompagnant. C'est pas la même chose. Donc, je suis retourné aussi faire un cursus d'executive management pour avoir cette certification. La première formation, le MBA, est-ce que tu veux nous raconter comment est-ce que tu as réussi à le décrocher? Parce que honnêtement, l'histoire vaut plus que le détour. Écoute, c'était une histoire un petit peu abracadabrantesque, effectivement, parce que déjà, je ne me suis pas aperçu de la quantité de travail que ça représentait de préparer, de faire une application pour un MBA. Et j'ai travaillé pendant 3 ou 4 mois tous les samedis. Au lieu d'amener mes enfants au tennis, je leur disais, là, papa, il faut qu'il aille travailler. Donc, j'allais préparer ce fameux GMAT, l'examen de maths en anglais. Les essais aussi, qui sont des lettres de motivation quand même assez élaborées. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. J'ai sorti un score de GMAT qui était moyen, j'étais à 620, mais j'avais pas le temps de le repasser. Donc les universités américaines, j'en ai une qui s'appelait Darden, qui était la 9e dans le classement américain. Mais quand j'ai dit à mon épouse, on part à Charlottesville, elle m'a dit non, je crois pas. Donc, je dis bon, ok, on va trouver autre chose. Et j'ai eu la chance de passer aux oraux à HEC. Donc, on est en plein mois de juin, je me souviens. Il fait très chaud. Je pars sur le campus d'HEC. Il y a un accident pont de Saint-Cloud. Tu transpires dans ta voiture à l'idée de ne pas être à l'heure. Je transpire beaucoup dans la voiture parce que je vois le temps passer. Mais comme je pars toujours un peu à l'avance, j'arrive juste à temps. Et je me retrouve devant un jury de 3 personnes qui me disent « Monsieur, vous avez un parcours super, start-up américaine, Silicon Valley, produit incroyable, logiciel disruptif, c'est vraiment super. Mais on a un problème, c'est qu'on est un MBA international et on ne prend que 10% de Français. Et les 10%, c'est des gens qui sortent du top 3 des écoles d'ingénieurs ou de commerce. Et malheureusement, vous avez fait une école qui n'est pas dans le top 3. Et donc, j'étais un peu surpris. J'ai dit, mais j'ai fait tout ça, vous me faites venir aujourd'hui pour me dire que vous ne me prenez pas parce que je suis français. Ils me disent, oui, c'est un peu ça. Donc là, je repars en voiture sur Paris, un peu dépité. Je ne sais pas très bien ce que je vais dire à ma femme et à mes enfants, tu vois, après tout ce travail. Et puis, j'habitais rue de Longchamp à l'époque, qui est une rue très, très longue à Paris. Et bien sûr, je ne trouve pas de place. Donc, je fais toute la rue et au bout, coup de bol, il y a une place, je me gare et en sortant, je me retrouve devant l'ambassade du Mexique. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je rentre dans l'ambassade, il y a une jeune femme charmante qui était derrière le comptoir qui me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être mexicain? Et elle me dit, ah bon, mais vous voulez être mexicain, mais pourquoi? J'ai dit, je suis né au Mexique, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, vous avez des papiers? J'ai dit, j'ai le certificat de naissance d'origine, c'est le seul document que j'ai. Est-ce que ça suffit? Elle m'a dit, oui, très bien. Et on était à 3 semaines de la clôture des inscriptions. J'ai dit, combien de temps ça prend? Elle m'a dit, à peu près 15 jours. Et donc 15 jours après, je retourne sur le campus en disant, je suis mexicain. Et merci HEC, ils m'ont intégré dans la promotion et on était 2 Mexicains, dont moi qui ne parle pas espagnol. Non mais l'histoire est géniale. Et puis j'allais te dire, il y a une notion, et c'est drôle parce que t'en parlais à la Fnac Digital avec ce petit jeune qui est finalement devenu ton bras droit. Qu'est-ce qui fait qu'il était là à ce moment-là à côté de toi et que vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas de place dans cette rue et que tu t'es garé devant l'ambassade du Mexique? C'est quand même incroyable les signaux qui peuvent nous être envoyés. Il faut savoir les saisir, je pense. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce MBA? Tu sais le palper, t'as réalisé plusieurs fois la longueur peut-être d'avance ou l'avantage que ça t'avait prodigué? C'est très difficile de mesurer. On ne peut pas faire un ROI financier, ça c'est sûr. Je pense que c'est pas un problème financier, mais
j'avais besoin d'être capable de discuter avec un directeur général, avec un directeur des ressources humaines, avec un directeur de la stratégie ou avec un directeur du marketing d'égal à égal, de bien comprendre quels étaient leurs enjeux. Ce qui m'aide beaucoup, parce qu'aujourd'hui j'accompagne des CODIR. Le CODIR, c'est des individualités avec des objectifs différents qu'il faut arriver à mettre d'accord autour d'une table. Donc si tu veux, cette connaissance, déjà pour moi, c'est extrêmement riche. Et puis, je pense aussi une richesse, parce qu'il y avait quand même 90% d'étrangers. Donc on a travaillé dans mon groupe, moi j'avais un Indien, une personne qui venait de Roumanie, un Argentin. Je te donne un exemple, quand on faisait des études de statistiques, moi je lisais l'énoncé, l'Indien il avait déjà écrit la réponse. C'était une brute incroyable. Donc j'ai appris énormément au contact de ces gens-là, qui sont devenus des amis, qu'on revoit régulièrement. C'est un réseau très intéressant de gens extrêmement ouverts, extrêmement curieux, et c'est très stimulant intellectuellement. Et depuis, donc, il s'est passé pas mal de choses, et entre autres le fait qu'aujourd'hui, tu as 2 activités principales. L'une, tu as commencé à en dire quelques mots, et je serais ravie que tu continues sur ta formation au rôle d'accompagnant, de coach, Ouais. de CODIR. Et puis une autre qui est plutôt la création, l'évolution de ta carrière dans un lieu qui t'est cher. Absolument. Alors, il était quasiment naturel pour moi, parce que j'accompagne depuis 4 ou 5 ans déjà 2 jeunes entrepreneurs qui ont monté leur structure, et je l'ai fait de façon bénévole pendant 4 ans. Parce qu'à un moment, t'ont tapé sur l'épaule en disant Ils m'ont Xavier, est-ce que tapé tu veux sur bien? l'épaule. Ils m'ont dit on a entendu dire que tu avais une expérience qui pourrait nous aider. Viens partager. Et c'est vrai que ça fait 5 ans que j'accompagne ces 2 personnes qui réussissent plutôt bien. C'est une vraie satisfaction. Et je me suis dit, bon, je passe plus de temps dans les avions, dans les hôtels à l'étranger que chez moi. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que je revienne un peu sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui est important pour moi, ma famille. Donc ça, c'était la première décision. Et la deuxième, c'était pour moi très naturel d'aller vers de l'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai fait cet executive master à Dauphine, qui est très intéressant parce qu'il y a tout le parcours académique sur le management de Dauphine, avec l'accompagnement d'un cabinet de neurosciences à Lyon qui s'appelle CRISIP, qui apporte en fait toute l'information sur qu'est-ce que les neurosciences peuvent apporter à un leader ou à un manager. Et ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je me suis dit, c'est dommage que je fasse ça aussi tard. Si j'avais eu ça il y a 20 ans, j'aurais été quand même peut-être encore plus performant en tant que manager. Mais Ouais, en même temps, tu as aussi tout ton bagage de dirigeant qui est ton MBA et tout ce que tu as vécu qui doit apporter aussi beaucoup de valeur à la formation que tu as eue. voilà, et puis il faut se dire chaque chose en son temps. Peut-être que je suis plus réceptif à cette notion de neurosciences Peut-être. aujourd'hui. Voilà. Et en sortant de ce cursus à Dauphine, j'ai un ancien client qui m'a dit il faudrait que tu rencontres les gens de Visconti Partners, que je ne connaissais pas. Et en fait, Visconti Partners, c'est un collectif de 45 anciens dirigeants. Donc tu as l'ancien patron des Échos, de Relais Château, de Solvay, de Goodyear, Waouh. qui se sont regroupés. Ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble. Et déjà, il y a 2 mois de formation à tous les outils, à la méthodologie qu'ils ont mis en place. L'avantage, c'est qu'on se positionne de pair à pair avec les dirigeants qu'on accompagne, parce qu'on est un peu comme des Sherpas. On a déjà fait le chemin, on a déjà fait l'ascension. On peut les prévenir quand il y a des moments un petit peu difficiles, et on les aide à traverser ces moments difficiles. Et puis surtout, on a une écoute très très forte de par les outils qu'on a mis en place. Donc j'ai accepté de les rejoindre, ils ont accepté de me prendre aussi. C'est un bon deal. C'était un bon deal, donc ça fait 2 ans et c'est une chance incroyable parce que on accompagne à peu près 350 clients chaque année. Et en parallèle, je vis avec une personne qui est psychologue et coach, et ça faisait longtemps qu'on se disait mais il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et nous avons acquis dans la Drôme, il y a 3 ans, l'ancien silo à grains du village, qui est une bâtisse incroyable, avec une histoire incroyable, puisque les charrettes rentraient dans le bâtiment, et à l'étage, le grain était stocké, on versait le grain par famille. J'ai retrouvé une porte
au grenier ou au crayon, 1914, famille, vigne, tant de kilos. Waouh. Enfin, et j'ai gardé la porte, bien sûr, après les travaux, elle est exposée fièrement dans l'entrée. Et on s'est dit, on voudrait faire un lieu qui réponde à deux besoins. Quand on fait de l'accompagnement, on s'est aperçu que quand on sort du cadre, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du bureau à la salle WeWork de la rue Lafayette. Non, Gros changement. on sort du cadre, on part dans la nature, on se régénère avec la nature. Il y a un livre qui est incroyable qui s'appelle « Comment marchent les philosophes » qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et c'est une explication sur les pratiques de marche des plus grands philosophes. Kierkegaard, tu as bien sûr Socrate, tu as Nietzsche, tous ces gens-là accompagnés en marchant. Socrate, les fameux péripatéticiens, c'était quand il marchait. C'est vrai. Bien sûr. Donc on s'est aperçu que la marche était absolument bénéfique pour pouvoir stimuler la créativité. Et si en plus tu marches dans un endroit absolument magique, tel que le lieu où on est aujourd'hui, ça favorise la créativité, ça favorise le partage et ça donne des résultats assez incroyables. Donc, sortir du cadre et puis surtout, Chloé, mon associée dans l'histoire, elle est psychologue de formation, donc on accompagne les gens à la fois sur la partie coach psychologue et moi sur la partie coach business. Et ça permet de travailler à la fois sur l'humain, le capital humain qui est quand même absolument fondamental, mais aussi sur une vision stratégique business, où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller. Waouh. Quels sont les retours des groupes, des clients que vous avez déjà accueillis? Alors, le domaine a l'air mais sublimissime. Oui, les faire venir, c'est déjà 50% du succès, je pense, parce qu'une fois sur place, c'est vraiment magnifique. On a 300 voies d'escalade, on a 2500 hectares de forêt, Natura 2000, donc complètement protégé. On peut faire de la rando, du VTT. Il y a 3 sommets à 1005, d'où tu as une vue 360 sur le Ventoux, l'Ardèche, les Préalpes, le Vercors. C'est juste magnifique. Et puis, on a eu la chance de recevoir Alain Millat, qui est une maison de jus de fruits complètement nature. C'est-à-dire, je crois que c'est le seul jus de fruits au monde où il n'y a aucun adjuvant dans la bouteille. Donc, un produit d'une qualité, d'une exigence incroyable. Et Alain Millat est venu avec son codir pendant 2 jours. Donc, on a travaillé justement sur cette cohésion d'équipe du codir. Je pense qu'on a fait un bon travail puisque le directeur de la production est revenu un mois après avec son équipe pour travailler aussi la communication. Et on fait beaucoup de communication en randonnant. On va faire travailler les gens sur la communication en marchant dans la forêt, dans un environnement qui est tout à fait propice à la réflexion et au partage. Et la deuxième expérience qu'on a eue qui est intéressante aussi, c'est une start-up, donc des gens un petit peu plus jeunes, ça allait de 26 à 32 ans. Un codir aussi, où il y avait 2 personnes qui venaient de rejoindre l'équipe. Et là, on a vraiment travaillé aussi sur comment on fait pour intégrer ces 2 nouveaux membres du codir, quelles sont les forces qu'ils vont apporter à l'équipe. Et on travaille avec un outil qui s'appelle Map and Match, qui c'est pas un test de personnalité, qui est plutôt un outil statique, le test de personnalité comme le DISC ou le MBTI. Okay. Là, Map and Match, c'est un test qui va identifier les forces, les besoins, les moteurs de chacun. Et la grande satisfaction, c'est qu'on peut avoir une map sur une carte, on positionne tous les profils du codir sur une ligne de vie un peu comme c'est inspiré du vivant. Donc tu plantes la graine, elle pousse, tu la récupères, tu la replantes et on voit qui est bon en créativité, en leadership, en exécution, en feedback. Et à partir de là, tu vois où il y a des trous dans la raquette et comment on peut les combler, soit avec des gens de l'équipe, soit avec des gens de l'extérieur. Et le patron de cette start-up qui s'appelle Comagence, qui s'appelle Harold, qui est un type incroyable en termes d'engagement et de créativité, m'a dit j'ai gagné 1 an en 3 jours en venant chez toi. Ah ouais. Donc ça m'a fait très chaud au cœur, à Chloé aussi. On s'est dit, bon, on a fait un travail peut-être intéressant et c'est assez sympa pour la suite.
Ouais, et puis j'imagine que les uns et les autres se révèlent, et puis quand on vit des aventures, on se découvre, on rigole. Enfin, il y a plein de choses aussi qui tournent autour de ce que vous proposez. C'est comme à la maison, je dirais, puisqu'en fait, bon, chacun a sa chambre, sa salle de bain, on a une cuisine partagée avec un espace à vivre. Mais c'est vrai qu'on va apprendre à vivre ensemble pendant 24, 48, 72 heures, partager des repas, partager des moments. Il y a une place sur le village avec un café où le soir on refait le monde. On a un brasero aussi, on a redécouvert la voûte étoilée. Je veux dire, quand tu vois le ciel de la Drôme avec toutes ces étoiles qu'on ne voit plus à Paris. Bien sûr, qu'on voit moins. Et quand tu as un petit brasero avec des chamallows et une bière, et tu regardes ces étoiles, c'est un moment absolument magique. On est bien. Et puis j'allais dire, en plus, vous êtes installé dans une région où en fait vous pouvez recevoir des groupes toute l'année. Toute Alors l'année. parfois on met un peu plus sa doudoune et parfois un peu moins. Mais globalement, l'expérience nature, elle est dispo toute l'année. Ouais, c'est toute l'année, et même parfois, Noël dernier, on a déjeuné en t-shirt, donc c'est vraiment un endroit assez incroyable. Quelle est la qualité que tu as et qui tu penses t'a le plus servi dans ton parcours professionnel? Je pense que je m'intéresse un peu aux autres. Ça fait partie peut-être de ma curiosité globale. Dans cette curiosité d'apprendre et d'évoluer, je pense que je suis très curieux de l'autre. J'ai toujours cette idée en tête que tous les gens qu'on va rencontrer connaissent quelque chose qu'on ignore. Donc ça me pousse beaucoup à aller discuter avec des gens, parce qu'à chaque fois on apprend quelque chose. Et puis l'autre citation qui me paraît intéressante aussi, c'est l'inconnu. Non, l'ami, c'est l'inconnu qu'on n'a pas encore rencontré. Et ça, je le sens, et tu l'as expliqué tout à l'heure très très bien. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Alors le terme de conseil, il est peut-être un peu désagréable, mais quelle est la parole, quels sont les mots que tu as envie d'adresser à celles et ceux qui peut-être osent moins, qui ont peur de rencontrer cet ami inconnu, qui l'ont peut-être moins pratiqué en quelques années, quelques décennies de carrière? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'il faut rester concret, parce que les incantations. Ouais, si on veut rester concret, je pense qu'il faut d'abord apprendre à bien se connaître. Je parlais de ces moteurs tout à l'heure qui nous animent au quotidien. Je pense qu'il faut être capable de les identifier. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire ça. C'est des tests en ligne qui prennent une demi-heure. C'est un investissement, mais je pense que c'est quelque chose d'hyper important, parce que entre la façon dont on se voit et la façon dont on est vraiment, parfois il y a un petit décalage. En tout cas, la façon dont on voudrait être et la façon dont on est vraiment. Et je pense que savoir quels sont ces moteurs au quotidien, ça donne l'envie d'aller les satisfaire. Donc il faut les identifier. Et une fois qu'on les a identifiés, on sait quel chemin on doit emprunter pour aller satisfaire ses besoins. Et ce n'est pas les mêmes. Chacun a des besoins un petit peu différents. Et moi, j'ai fait ce test avec Chloé, avec mes enfants, avec nos enfants. Nous avons fait le test et on s'aperçoit que chacun a des besoins, des moteurs différents. Ce n'est pas des surprises. On les connaît, nous, en tant que parents. Mais ça permet de mettre des mots et ça permet de donner un chemin qui va permettre de satisfaire ce besoin intrinsèque. Ok. Donc, connaissez-vous bien, et je pense que ça peut aider à aller dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a une citation de film ou un film dont tu as envie de nous parler que tu aimes particulièrement? Alors moi, je suis un grand fan de Belmondo. Ok. Quand j'étais jeune, je trouvais qu'il avait une énergie, une empathie incroyable, et c'était vraiment quelque chose de très très fort. Il y avait la team Alain Delon, moi j'étais team Belmondo. Et il y a un film qui s'appelle L'Incorrigible, qui n'est pas très connu, dans lequel il est, à mon avis, au sommet de sa gloire, servi par des textes incroyables. Et à un moment, il dit j'ai beaucoup réfléchi, à force de vouloir saisir l'insaisissable, ne risques-tu pas de passer à côté de l'essentiel? Et il dit ça d'une façon un petit peu magistrale, et je trouvais que c'est une phrase qui m'est restée tellement juste. Et je trouve que c'est un bon exemple à partager. Très chouette. Est-ce qu'il y a un bouquin que tu as particulièrement aimé, que tu aimes particulièrement, que tu as envie de partager?
Alors, dans les bouquins, il y a un bouquin pro que j'ai adoré et Ouais. que j'ai lu il y a très longtemps et que je relis régulièrement, c'est Question-Based Selling. C'est un bouquin qui, il y a déjà une vingtaine d'années, je crois, a mis la question au cœur de l'acte de vente et c'était déjà très révolutionnaire à l'époque. Et moi, mon métier, c'est de poser des questions. Donc, ça a fait écho à ce livre que j'ai lu il y a très très longtemps où euh, si tu poses une question à quelqu'un et il a déjà la réponse, c'est pas une bonne question. Il faut vraiment que la question fasse réfléchir. Et tu le vois, hein, quand tu poses une question, si la personne répond tout de suite, tu dis mince, elle avait déjà la réponse, je ne vais pas pouvoir l'aider. Par contre, s'il y a un petit temps d'arrêt et qu'elle réfléchit, là tu dis la question est intéressante. Ce que j'allais dire, je crois que c'est toi qui m'as appris qu'on parlait de questiologie. Alors, la questiologie, c'est un secteur, c'est un sujet qui a été inventé par un type incroyable qui s'appelle Frédéric Fallis Ok. et qui fait des formations sur l'art de poser les bonnes questions. Et c'est intéressant parce que question, ça a la même étymologie, la même racine étymologique que quête. Quand tu as une quête, tu as un objectif et un chemin. Et une question, en fait, c'est un objet, c'est un sujet. Et la question, c'est le parcours. Donc si le chemin que tu proposes n'est pas le bon, ça va pas faire avancer. On a tous cet exemple de quand tu vas chercher ton enfant à l'école qui vient de rentrer le premier jour, tu lui dis alors c'était bien. Mais t'as passé une bonne journée? La question, elle est importante, mais elle est peut-être pas bien formulée. Si tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as le plus kiffé aujourd'hui? Là, peut-être que tu as une chose qui te dise, bah, on Qui a te fait. raconte quelque chose. Qui te raconte quelque chose. Donc, l'objectif, c'est le même, mais le chemin, c'est-à-dire la façon dont tu formules ta question, il va être différent et il va apporter un résultat différent. Et ça, toi, tu t'en sers beaucoup aujourd'hui dans ton métier de coach, d'accompagnateur. C'est un peu la base. C'est un peu la base, oui. En tout cas, j'essaye. Si tu pouvais inviter qui tu voulais à dîner dans ta maison, par exemple, la station S, dans la Drôme, il y aurait qui autour de cette belle table? Dans la continuité des questions, si je pouvais avoir Socrate, alors là, je serais certainement extrêmement heureux parce que c'est quand même le premier qui a essayé, à travers sa méthode de la maïotique, de faire réfléchir la personne en lui posant les bonnes questions. Alors, t'imagines avoir Socrate à dîner, tu peux te passer un moment sympa, je pense, quand même. Sinon, j'aurais bien aimé avoir à dîner l'arrière-grand-père de ma grand-mère maternelle. Pourquoi lui en particulier? Parce que c'est un monsieur, d'abord c'était des Anglais, ils habitaient en Angleterre, et à une époque un peu difficile, et ils avaient monté un business de shipment, c'est-à-dire de l'import-export avec la France de produits de consommation, et il est devenu copain avec le comte de Moët-et-Chandon à l'époque, dont il importait le champagne en Angleterre. Waouh! Et on parle dans les années 1880 de plusieurs millions de bouteilles de champagne déjà à l'époque. Et c'est lui, alors c'est pour ça que je trouve le sujet intéressant, parce que j'ai un livre qui a été écrit par son fils sur l'histoire de la famille à l'époque en Angleterre. Et c'est lui qui aurait convaincu le comte de Moët-et-Chandon de faire un échantillon de champagne, mais moins sucré. À l'époque, le champagne était très sucré. Et il lui aurait dit, la cour d'Angleterre aime beaucoup le produit, mais il le trouve un peu sucré. Est-ce que tu peux me faire des échantillons d'un champagne moins sucré? Et le comte de Moët-et-Chandon a dit non, on a toujours fait comme ça. Donc on fait comme ça. On ne change rien. Et il a quand même réussi à le convaincre. Donc c'était quand même une prouesse. Alors le comte lui a fait sa caisse de bouteilles et le roi d'Angleterre a dit que c'était absolument incroyable. Et la légende voudrait que ce soit comme ça que le champagne brut soit né. Voilà. Donc j'aimerais bien lui demander comment ça s'est passé à l'époque. Sacrée histoire. Et je trouve que dans ta quête de Nold pour aller évangéliser sur l'importance de l'expérience des gens, tu poses les bonnes questions, donc je suis sûr que tu es sur le bon chemin. Ça, c'est sympa, Xavier. Trop bien. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Oui. Tu entreprends, donc là, dans ton activité Station S, avec ta compagne. Oui. Comment c'est d'entreprendre en couple? J'ai reçu l'autre jour 2 femmes qui m'expliquaient que globalement, c'était
très complémentaires de leur vie privée, qu'elles avaient beaucoup à s'apporter. Mais j'imagine que c'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous vivez ça tous les deux? Qu'est-ce que vous vous apportez? Alors, c'est encore un risque qu'on a pris une fois de plus. Mais bon, je pense qu'il n'était pas très très fort, étant donné que ça fait 12 ans qu'on vit ensemble et qu'on a appris à se connaître. Et c'est vrai que ce qui fait, je pense, la richesse de l'association, c'est la complémentarité. Chloé a un parcours de psychologue. Elle a suivi des patients pendant très très longtemps. Elle a suivi un cursus aussi de coaching à Paris 8. Et moi, j'ai ce cursus de coaching avec cette expérience de dirigeant. Donc, quand on accompagne un dirigeant et son codir, on va attaquer par l'angle comportemental plus dans les questions de Chloé, puis par l'angle plus business par mes questions à moi. Et à la fin de la journée, en général, on arrive à couvrir la totalité des sujets qu'il faut aborder, mais chacun avec une expertise, une spécialité qui fait que on est très complémentaires, on ne vient pas marcher sur les plates-bandes de l'autre, et on apporte cet accompagnement bicéphale qui est très productif. Qui doit être génial. J'espère qu'un jour, Xavier, quand Noldy aura prospéré, je pourrai venir moi aussi avec mon équipe. Mais j'espère, et ce sera un grand plaisir. Vous serez les bienvenus dans la Drôme. C'est trop sympa. Un immense merci, Xavier, j'étais ravie de t'interviewer. Merci beaucoup à toi, Mathilde. À plus tard. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Noldy is Trendy. Si ça vous a plu, dites-le nous sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ça fait toute la différence. Sur les plateformes de podcast, un abonnement et 5 étoiles, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, rejoignez le mouvement. L'expérience n'a jamais été aussi tendance. À très vite pour un nouvel épisode inspirant.